Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable de mon côté. Malheureusement, vous le voyez à l'écran, la map crypto est un peu dans le rouge ce matin. On a bien corrigé au niveau du Bitcoin, 44 600 $ au moment où je tourne la vidéo. Et c'est globalement la même chose sur l'intégralité de la map, l'Ether à 3200 et les autres altcoins aussi qui sont bien dans le rouge. On a quelques alts qui se maintiennent dans le vert, notamment celles qui avaient très bien performé, comme Waves plus 8%. On a le FTM aussi qui est à plus 5% à peu près, et Zileka aussi qui a fait de très belles performances ces derniers jours, plus 6%. Au cœur de la vidéo, on va évidemment passer pas mal de temps sur l'analyse technique du Bitcoin. On va analyser la clôture mensuelle et trimestrielle qu'il y a eu aujourd'hui, puisque nous sommes le 1er avril, donc voilà, on entame un nouveau mois, donc on a les clôtures pour le mois de mars qui se mettent en place. On verra si elles sont plutôt positives ou négatives. Et je ferai un petit point aussi d'un point de vue fondamental avec notamment ce qui est en train de se passer en Europe avec la réglementation qui, vous le verrez, n'est pas très, pas très optimale, pas très encourageante. Et il y a quelques petites choses à dire. Donc on fera un point sur ce niveau-là. N'hésitez pas tout de suite à mettre le petit pouce bleu à la vidéo, les abonnements, vous connaissez la chanson, le petit commentaire pour aider au référencement. Et je tiens à vous préciser d'être plutôt actif ce week-end parce que je vais sortir des vidéos assez intéressantes qui peuvent vous surprendre. Donc n'hésitez pas vraiment à rester connecté sur ce week-end. Allez, on se retrouve directement sur le graphique du Bitcoin et on commence par une unité de temps très long terme puisqu'on est sur du trimestriel, donc une bougie égale 3 mois, et hier on en a clôturé une, donc c'est celle-ci avec une énorme mèche au niveau du bas et un tout petit corps, donc c'est assez intéressant puisque évidemment la mèche est positionnée du bon côté, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a piégé pas mal de vendeurs ici et actuellement ils sont la tête sous l'eau. Maintenant, il y a quand même un petit point négatif. Déjà, c'est une bougie rouge de la mauvaise couleur, ou blanche, parce que moi je mets les bougies qui sont de correction en blanc. On aurait pu essayer de clôturer, on n'était pas loin, à 46 400 $ et ça nous aurait permis d'avoir une bougie verte. Mais la chose que je voulais vous faire remarquer ce matin, c'était surtout au niveau de la clôture en fait, du mois de janvier, du trimestre de janvier 2021. Donc ça remonte à plus d'un an maintenant. Et si on prend les deux extrémités de cette bougie, vous voyez que depuis plus d'un an, en fait, le cours du Bitcoin est situé entre ces deux bornes, donc entre 58 900 $ et 28 900 $ en cours de clôture. On n'a jamais eu donc de clôture au niveau du Bitcoin en trimestriel en dehors de cette zone-ci. Donc clairement, on est dans un énorme range de plusieurs mois au niveau du Bitcoin. Et de toute façon, on le constate aussi si on descend sur les plus petites unités de temps. Les 30 000 et les 60 000, c'est vraiment nos deux grosses bornes. Et ça se matérialise en fait tout simplement avec cette bougie trimestrielle du mois de janvier 2021. Donc clairement, quand on aura un signal en cours de clôture trimestrielle, que ça soit au-dessus ou en dessous, malheureusement, voilà, je ne peux pas vous dire de quel côté ça sera, j'ai pas de boule de cristal. Si on prend les probabilités, il y a quand même plus de chances que ça soit à la hausse. Vu que le BTC est un actif haussier sur le long terme, il est en tendance haussière sur le trimestriel. Donc voilà, les probabilités sont plus orientées pour venir clôturer au-dessus de ces 58 900 $. Mais tant qu'on n'a pas le signal, voilà, on peut que faire des probabilités et des prédictions. On rajoutera aussi une petite remarque sur le RSI. On est pour l'instant, vous voyez, une bougie de plus qui clôture sous le niveau 70. Donc ça, voilà, c'est pas non plus très positif. Maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, on reste quand même dans un gros range, 28 900, 58 900. C'est surtout ça qu'il faut retenir, je pense. On est en plein milieu du range. Donc pour prendre des décisions, c'est peut-être pas le meilleur risque-reward, parce que vous allez faire des achats, alors que par exemple si vous faites un achat pour justement faire des gains en longue, et vous allez risquer potentiellement parce que votre invalidation sera sous le creux. Si jamais on clôture en dessous, c'est là qu'on part vraiment dans un scénario baissier. Donc vous allez risquer tout ça, c'est-à-dire quasiment la moitié du range, alors que, et pareil, si vous voulez vendre au final, vous vendez assez loin de la borne haute. Donc en termes de risque-reward, c'est vrai qu'actuellement, on est vraiment situé en plein milieu. Donc c'est peut-être pas le meilleur endroit pour agir, en tout cas d'un point de vue trimestriel. Allez, maintenant on va enchaîner avec le mensuel. Juste avant, je fais un retour sur le trimestriel puisque vous avez peut-être remarqué, il y a deux box zone de rechargement. Donc vous vous dites, c'est bizarre, comment ça se fait. En fait, c'est tout simple. Celle-ci, elle ne devrait pas s'afficher. D'ailleurs, je vais la supprimer devant vous. Hop, on va mettre visibilité. On va mettre ici un mois, comme ça, hop, elle disparaît. En fait, c'est tout simplement la zone de rechargement mensuelle qui correspond à ce mouvement qui débute donc
à 30 000 $, qui monte jusqu'au nouvel ATH à environ 69 000 $. Et donc, si vous prenez le rechargement, enfin le retracement Fibonacci, hop, on est pile dans la box verte donc, que j'ai mis ici. Donc voilà à quoi correspond cette zone de rechargement-ci. Et l'autre que vous voyez donc sur le trimestriel, c'est tout simplement vraiment la grosse zone de rechargement très très long terme. Je vais vous la montrer aussi. Regardez, vous prenez le bottom du bear market de 2018, vous montez tout en haut avec l'ATH et on a donc cette box de rechargement qui est comprise entre 17 000 $ et 28 000 $. Donc ça c'est vraiment la zone, si je puis dire, idéale et vraiment là où il ne faudra pas hésiter pour recharger au niveau du très très long terme sur le Bitcoin si jamais on retourne entre ces deux niveaux de prix donc, que je viens de vous dire, donc 18 000 $ et 28 000 $. Au niveau de la clôture mensuelle maintenant, donc, on a donc cette bougie, on clôture dans le vert pour le coup sur le mensuel, à la différence du trimestriel où on a eu une bougie qui a clôturé dans le rouge. Après, malheureusement, vous voyez, on clôture sous l'ouverture donc de l'année qui est à 46 289 $ avec cette bougie de janvier. On clôture vraiment très légèrement en dessous et je dirais même, vous voyez, ici on a clairement un niveau de résistance et c'est le niveau psychologique globalement des 50 000 $. On n'y est plus très loin. Ici, on a vu la clôture du mois de septembre avec pas mal de mèches au-dessus. Là, on a la clôture du mois de janvier, enfin l'ouverture du mois de janvier, pardon. Ici, on a une mèche qui se fait repousser. Et donc, ce mois-ci, on a encore une mèche où on se fait repousser sur ce niveau-là. Donc, clairement, ici, il y a des vendeurs qui se manifestent. C'est logique, on pouvait s'y attendre. Moi, pour ceux qui suivent les vidéos, vous le savez que moi, j'ai une zone de vente qui commence aux alentours des 48 000 $ et qui se poursuit jusqu'à 52 000 $ parce que ça correspond notamment au 0,5 de Fibonacci et c'est surtout le milieu du range quasiment presque. Vous l'avez vu tout à l'heure sur le trimestriel, on est plus loin du milieu du range. Donc il y a des gens qui vont chercher à prendre des profits et c'est pour ça qu'on est en train un petit peu de galérer et que ce niveau est très important, donc l'approche des 50 000 $. Allez, maintenant que le mensuel et le trimestriel sont passés, et personnellement je trouve que ça fait du bien de prendre un petit peu de recul, notamment ce que l'on a constaté sur le trimestriel avec cette bougie d'ouverture de l'année dernière en janvier 2021, qui est assez intéressante et assez parlante et qui permet vraiment d'avoir un cadrage assez long terme et voir un petit peu où on se situe. Je vous le dis souvent, prendre du recul c'est important pour voir justement où on se situe au niveau du long terme sur le Bitcoin. Maintenant on va repasser un peu plus court terme et notamment sur notre fameux W Weekly, voir un petit peu où on en est. Donc pour l'instant on se fait repousser par les 48 000 $, on est venu mécher pile dessus et là on a quand même une grosse correction sur le Bitcoin. C'est assez normal mais c'est vrai qu'elle est assez violente, on descend depuis 2 jours maintenant un petit peu en ligne droite et on vient se poser. Au moment où je tourne la vidéo, on a 44 600, 44 700 $ à peu près. La clôture la plus haute que l'on avait fait dans ce range ou ce triangle ascendant, elle est à 44 700 $. Et pour le coup, regardez, actuellement, on est posé dessus. Le EMA 21 est très légèrement en dessous. Donc on peut peut-être venir la taguer très légèrement avec une mèche. Ou venir taguer aussi le EMA 50 qui est elle pour le coup à 42 500 $. Donc c'est des possibilités, on revient souvent taguer ces moyennes mobiles quand on monte. Regardez ici, hop, on prend la montée de juillet jusqu'à novembre et on a tagué plusieurs fois le EMA 21. Hop, ici on a même eu un petit piège puisqu'on est passé en dessous pour ensuite repasser au dessus. Là pareil, vous voyez, on la tag, hop, ici pareil, et ensuite on repasse dessous et on devient baissier. Là on est repassé au dessus. Maintenant on peut clairement faire pareil, revenir taguer le EMA 21 avant de repartir. Au niveau du RSI, pareil sur le daily, on voit qu'on est en train de faire quelque chose d'intéressant. On avait ce triangle de compression, on casse à la hausse et là on revient pour le coup s'appuyer sur l'oblique, sur la partie haute de ce triangle de compression. Alors moi je suis pas forcément fan comme ça des obliques, mais voilà, je vous le montre. Après voilà, c'est vous qui choisissez de prendre en considération ou non ce petit détail, mais c'est vrai que ça correspond plutôt bien au final au retest de la ligne de coup du W Weekly. Enfin pas vraiment du W Weekly parce que pour moi la ligne de coup du W Weekly elle est à 43 000 $, mais plutôt du haut du range daily, donc du triangle ascendant qu'on avait ici. Vous voyez, c'est vraiment chirurgical, les 44 700 $. Pour le coup on est en train de pour l'instant clôturer pile sur ce niveau là. Donc il va falloir bien attendre les clôtures. Je vous l'avais dit et je ne change pas mon discours. Si on commence à avoir des clôtures en dessous de ce niveau-là, là pour le coup ça sentira vraiment pas bon. Donc là globalement c'est un endroit assez intéressant je pense pour se positionner, pour ceux qui ont loupé tout ce pump, parce que finalement on est passé de 37 000 $ à quasiment 48 000 $ sans coupure, mis à part 2 petites bougies ici de baisse sur le journalier. Sinon on n'a fait que monter. Donc voilà, vous avez votre petit retracement pour rentrer sur une magnifique
une magnifique zone de cassure, une ancienne résistance qu'on devrait réussir à passer en support. En tout cas, ça sera l'objectif. Et puis voilà, et de toute façon, vous allez ensuite d'ailleurs avoir vos niveaux d'habilitation assez faciles. Hein. Si jamais on commence à clôturer sous les 44 700$, là pour le coup, vous pouvez couper votre position et sortir du trade, hein, si vous rentrez en trading. Mais c'est clair qu'ici, voilà, c'est quand même un peu plus intéressant de rentrer que rentrer ici à 48 000$ alors qu'on venait d'enchaîner plusieurs journées de hausse, même si sur l'hebdomadaire, on validait un magnifique W Weekly. Donc le W Weekly n'est pas du tout annulé. Donc les personnes qui ont acheté à 48 000$, il n'y a pas de raison de paniquer. Vous le saviez qu'on pouvait faire un pullback sur cette zone-ci. C'est peut-être ce qu'on est en train de faire. Donc comme je vous avais dit, ne faites jamais all-in. Divisez votre investissement en DCA. Et là, justement, vous pouvez maintenant envoyer peut-être une deuxième partie de ce que vous voulez investir sur le Bitcoin ou sur les altcoins, parce que les altcoins sont forcément impactés par le prix du Bitcoin et doivent même corriger encore plus que le Bitcoin, hein, comme souvent. Quand le Bitcoin corrige de 10%, en général, les altcoins corrigent en x2. Ça dépend des moments, mais c'est en général. Donc voilà, vous allez pouvoir potentiellement rentrer sur les altcoins de manière avec un prix réduit que si vous avez acheté il y a de ça quelques jours quand on était ici tout en haut à 48 000$ sur le BTC. Donc voilà, globalement, techniquement, pour moi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On est en train d'activer le scénario du pullback. Maintenant, il va falloir voir si ce pullback va se transformer en mauvaise surprise et qu'on va réintégrer et donc annuler complètement ce W. Et c'est une chose qui est possible. Je vous l'ai dit, le scénario du fake out, c'était clairement possible. Il y avait les stops des vendeurs, des mecs en position short qu'on est venu dégager. C'est pour ça qu'on est monté aussi vite. Maintenant qu'on a récupéré la liquidité, il y a une possibilité, voilà, de réintégrer et de venir casser à la baisse. Et notamment venir rechercher la zone sur ce passe du trimestriel de rechargement très très long terme. Donc ça, c'est vraiment le scénario du pire. Donc je ne vais pas tout de suite me projeter sur un scénario du pire, ça serait peut-être un peu précipité, parce que quand même le W ici, c'est une figure extrêmement puissante et je suis encore personnellement très confiant, et je pense que voilà, on n'aura pas le scénario que je viens de vous montrer. Je pense que voilà, on ne l'aura pas, mais après, c'est possible, ça peut arriver, donc gardez-le en tête. Et c'est pour ça que je vous dis de garder aussi un petit peu des stablecoins de côté et de ne pas faire all-in, de ne jamais être surexposé au marché. Et personnellement, je ne change pas mon plan. J'ai toujours ma zone de vente qui est située aux alentours des 50 000$, où je vais passer environ entre 25 et 30% de stablecoins. Actuellement, je suis aux alentours des 20%. Donc voilà, ça ne change pas pour les personnes qui peuvent se demander et qui aiment bien savoir un petit peu où j'en suis et si je suis bien mon plan. Oui, je ne change pas, et de toute façon, je vous le dirai si quelque chose change. Là, vraiment, pour moi, c'est une correction technique. On a relancé un mouvement haussier. On était dans une phase de range entre 45 000$ et 33 000$. Ça se matérialise comment aussi avec les moyennes mobiles. Vous voyez, elles s'étaient remises à plat. Quand elles sont en phase de tendance, quand on est en phase de tendance, les moyennes mobiles, elles sont à la hausse. Quand on est en phase de range et de latéralisation, et tout normalement, les moyennes mobiles sont orientées, voilà, de cette façon-ci. Et là, vous le voyez, on a... je vais me mettre sur le daily. On a ici une cassure, enfin la moyenne bleue, l'OMA 21 qui repasse au-dessus de l'OMA 50. Et ça, c'est ce que l'on a quand on est dans une phase tendancielle de hausse. Et regardez, et aussi les deux moyennes sont orientées vers le haut. Donc pour moi, on a relancé une phase tendancielle à la hausse. Et on a uniquement là un premier retest, un peu comme ce que je vous ai montré, ce qu'on a eu ici. Pour moi, on est à peu près sur le même cas de figure. Maintenant, il faut vraiment tenir ce niveau-là et ensuite relancer la machine. Mais pour le coup, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est normal de retracer. Et si vous paniquez là, ça c'est un petit peu dommage. Et je pense ne pas comprendre un petit peu comment fonctionnent les marchés financiers. Voilà, on ne va pas monter comme ça en ligne droite. On fonctionne toujours par vague. Et c'est pour moi uniquement là une vague de retracement d'un mouvement qui est haussier. Le mouvement primaire est haussier. Donc voilà, on suit, on reste focus sur ce plan. Il ne faut pas changer son plan toutes les 2 heures, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Juste avant, pour terminer, et avant de passer sur la régulation en Europe, voilà, je voulais vous placer un petit mot sur cette régulation en Europe. Je voulais vous montrer le Bitcoin CME, les contrats CME, puisqu'on avait un gap qui s'était ouvert en début de semaine. Je vous l'avais dit, est-ce que l'on va faire le même scénario qu'ici, avoir un gap de rupture haussière et ensuite partir vraiment à la hausse? Pour le coup, non, on est venu, c'est souvent comme ça, c'est soit on le comble assez rapidement, donc dans la semaine directement, ou soit comme ici, on ne le comble pas, on fait plusieurs jours de hausse. Là, c'était vraiment un gros mouvement haussier et ensuite on revient le combler beaucoup plus tard. Regardez ce qui s'était passé ici, le 24 janvier 2022, on était venu donc combler ce fameux gap. Et là, c'est chose faite, voilà, on est venu déjà combler ce gap, donc on a plus cette pression baissière
sorcière si je puis dire, qui nous tire vers le bas sur le dos. Allez, donc on passe maintenant sur la petite partie un peu plus fondamentale et sur la régulation donc en Europe qui est en train de passer un nouveau cap puisqu'on a eu un nouvel amendement qui a été voté et pour le coup lui il a été accepté. Je dis un nouvel puisqu'on avait eu l'amendement sur le bannissement de la preuve de travail, donc de la méthode de consensus de preuve de travail, donc qui est soi-disant polluante. Selon les personnes qui voulaient la bannir de l'Europe. Donc si on avait banni le Proof of Work, du coup Bitcoin aurait été banni et même l'Ether, puisque actuellement l'Ether est encore en Proof of Work. Donc cet amendement, lui, avait été annulé, n'avait pas été voté, n'avait pas été accepté. C'est ce que l'on appelait MiCA, pour ceux qui s'en rappellent. Et là, on a eu un nouvel amendement qui a été voté ce jeudi 31 mars. Et là, comme nous dit le journal du coin, le pire s'est produit cette fois. Donc ce coup-ci, c'était un amendement pour tout simplement demander une identification, donc un KYC pour tous les wallets privés. Par exemple, si vous envoyez des fonds sur un MetaMask, vous devez faire un KYC, vous devez donner en fait l'identité à qui appartient le MetaMask. Donc voilà, ça restreint encore un peu plus les libertés, vous devez vraiment être fliqué totalement et surtout ça va mettre un gros frein au niveau de l'adoption générale, ça demande encore plus de charge, hein. Voilà, faire un KYC c'est quand même long, c'est quand même chiant, déjà qu'on en fait un pour s'inscrire sur les échanges, maintenant on doit aussi en faire un quand on envoie sur des wallets privés. Enfin bref, c'est clairement pas faciliter l'adoption des crypto-monnaies. Et donc pour le coup, cet amendement a été accepté. Alors évidemment, moi je trouve ça un petit peu désolant. Je suis pas contre du tout la régulation. Je pense même qu'elle est nécessaire, mais là elle est peut-être trop stricte. Et surtout, le point où je voulais revenir, c'est tous les députés européens qui sont en train de me sortir par les yeux. On a notamment Aurore Lalu, on a un nouveau, David Corman. Et j'ai réagi parce que le mec dit sur Twitter, contrairement à Aurore, je ne suis ni un expert des crypto-monnaies, ni un économiste. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pond un thread où il se dit, où concrètement il est en train de donner des arguments contre la crypto, alors qu'il débute son message en disant je ne suis pas un expert des crypto-monnaies, et il termine en concluant il faut bannir les cryptos, en donnant les pires arguments, enfin qui nous sortent tout le temps, comme quoi les cryptos ça pollue, je sais plus où est le passage, voilà, les machines qui permettent de miner et qui tournent sur des milliers de mètres carrés sont rapidement obsolètes et peu réutilisables et recyclables. Le terme de minage est d'ailleurs adapté, si je mets d'une logique extractiviste. Enfin bref, toujours les mêmes arguments. Et le problème, moi ce que je ne comprends pas, c'est que justement ces personnes ne s'y connaissent pas, ils ne travaillent pas le sujet et se permettent de donner leur avis. Alors qu'en France, on a de très belles personnes qui sont dans l'écosystème, qui travaillent réellement dans l'écosystème. On a notamment au niveau du minage Sébastien Gouspillou. Et lui, pour le coup, c'est vraiment un expert puisqu'il travaille là-dedans. Mais c'est impossible, ces personnes ne veulent pas discuter avec les experts du domaine. Donc c'est vraiment une chose que je ne comprends pas. Enfin, si je la comprends, voilà, parce que je pense que ces personnes ont des intérêts personnels à ce que les cryptos soient bannis et ils ne vont pas réellement au bout de leur pensée. Ils cachent ça globalement et se cachent derrière ces arguments un petit peu c'est pas un petit peu, c'est complètement biaisé et ne veulent pas élever le débat. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment extrêmement dommage. Et puis voilà, je pense que j'ai fait du coup le tour. Désolé si je me suis un petit peu emporté, mais c'est vrai que vraiment j'en ai marre de voir ces discours. Et là, ce que nous a fait David, c'est vraiment la représentation typique de la chose que je ne supporte pas en fait, c'est qu'il ne connaît rien. Et il va quand même donner son avis. Et le problème, c'est que vu que c'est un député européen, entre guillemets, son avis compte un petit peu. Les personnes extérieures qui ne connaissent rien à la crypto et qui ne connaissent peut-être pas aussi le débat européen, enfin bref, la manière de réguler les crypto-monnaies, vont voir un député européen dire ça et vont se ranger derrière son avis. Enfin bref, voilà, juste parce que c'est une figure d'autorité. Donc c'est ça que je trouve ça désolant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que beaucoup de personnes seront évidemment d'accord avec moi parce que voilà, nous sommes dans la crypto et c'est vrai que voilà, on va pas forcément être d'accord avec ce genre de personnes. Personnellement, moi vraiment, je suis pour la régulation, mais il faut que ça soit quand même. Je pense qu'il faut en fait qu'elle soit faite par les experts du domaine ou du moins en travail avec les experts du domaine, qu'il y ait des débats. Et là, pour le coup, ce n'est pas du tout le cas et c'est ça vraiment qui me dérange avec cette régulation. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le pouce bleu. Et comme je vous disais en intro de vidéo, restez connectés ce week-end, il y a du lourd qui arrive. Allez, ciao ciao.